Bonsoir. Un homme cheminait dans le désert et découvrit au bord du chemin Majnoun. Majnoun qui était agenouillé dans la poussière, Majnoun qui tamisait du sable entre ses doigts. L'homme s'approcha de lui et lui dit « Que fais-tu là, Majnoun ?» Et Majnoun répondit « Je cherche Leïla. » « Comment tu cherches Leïla ?» lui dit l'homme. « Mais comment une perle pareille pourrait-elle se trouver dans cette poussière ?»« Je cherche Leïla partout, dit Majnoun, dans l'espoir de la trouver un jour quelque part. » Majnoun, c'est dans la littérature persane ce fou d'amour définitif. Il est exilé de Leïla à laquelle il a voué une passion impossible. Chacun d'entre nous a fait, sous des formes diverses, l'expérience douloureuse de la séparation, de la perte et du deuil. Chacun d'entre nous, confronté au désert de l'absence, a fait couler peut-être, comme Majnoun, du sable entre ses doigts, dans l'espoir d'y trouver une présence invisible. L'éblouissement de la rencontre, le chatoiement des souvenirs, le parfum du bonheur, la danse de la vie, l'or des rêves. Majnoun, exilé de Leïla, a chanté son amour toute sa vie. Ses chants ont été emportés par le vent du désert de dune en dune. Ses chants ont été repris en écho par des voix humaines. Ainsi dit-on, sont nés les contes, ainsi est née la poésie. Merci. Bonsoir. Avant que nous commencions, j'aimerais prendre une minute pour remercier toutes celles et ceux qui ont rendu possible ce bel événement, à commencer par Olivier Chaudenson et toute l'équipe de la Maison de la Poésie, notamment William, grâce à qui vous m'entendez, Anna, grâce à qui je ne vous vois pas très bien, et Claire, qui s'occupe de la captation vidéo. J'aimerais remercier également les éditions Albin Michel, tout particulièrement Francis Esménard, Marc de Smet et Frédéric Ponce, Olivier Poubelle pour son soutien sans faille, Alexandrine Aliès pour son implication dans la promotion de l'œuvre à travers les réseaux sociaux, et également La Grande Oreille, Lionette Arnaudin et toute son équipe. La Grande Oreille, c'est la revue du conte et de l'oralité, une revue qui vient de publier un numéro spécial consacré à Henri Gougaud, que Nicolas Nédélec viendra vous présenter un petit peu plus tard. Merci à vous toutes et tous d'être ici également, et commençons maintenant avec l'ultime roman, De ciel et de cendres, que nous allons découvrir ou redécouvrir peut-être avec Thibaut de Montalembert, Philippe-Jean Catinqui. Yannick Jolin nous ouvrira ensuite La Voix des contes et Souleymane Diamanka celle de la poésie. Merci à eux de nous faire l'amitié de partager cette soirée. Et merci à vous tous d'être là. Bonne soirée. Bonsoir. Premier jour de comparution. Je la revois, inoubliée, depuis ce jour de mon enfance où je fus mené, moi aussi, hors du village où j'étais bien. Je la revois courir sur le chemin pentu, son écharpe noire s'envole, elle m'effleure, je tends les mains, elle s'éloigne, elle ne m'a pas vu. Elle est resplendissante, et je suis tout petit. La voici aujourd'hui debout devant Fournier et ses deux acolytes. Me voit-elle à mon écritoire ? Pas plus qu'au village autrefois. L'évêque parle, monotone.
Rumeur du serment rituel, les évangiles disparaissent sous la manche de frère Ponce, une voix s'affermit, résonne sous la voûte. La plus belle dame du monde est formellement accusée de sorcellerie obstinée. Au bout de l'ultime audience, j'accompagne Fournier chez lui. Il sait que nous avons tous deux, Madame Béatrice et moi, habité le même village. Étrangement, il me demande, j'en suis inquiet, plus que touché, de prier pour lui dès l'aurore, demain matin, jour du verdict. Cette fille-là, me dit-il, est, je crois, la pire diablesse qu'il me fut donné d'affronter. Qu'elle fornique avec quelques prêtres n'est même plus dans nos pays un sujet de conversation. Presque tous sont leurs concubines qui cuisinent la soupe aux choux comme n'importe quelle épouse. Qu'on joue à la bête à deux dos, si j'ose parler librement, dans une église de village me paraît sans doute excessif, mais ce n'est en rien hérétique. A-t-elle été de ces gens-là qui considèrent que la croix n'est qu'un instrument de torture ? Elle s'en est toujours défendue. Au seuil de sa maison d'évêque, il demeure un instant pensif, puis s'allume dans son regard un feu sombre, presque effrayé. 2 fois, dit-il, elle prend époux. Et 2 fois, elle sort de l'église, non pas avec le nom de son nouveau mari, mais avec le sien, Planisol, qu'elle n'a jamais abandonné. De plus, voyez cette futée, c'est elle qui choisit celui qu'elle veut aimer. Ce n'est sûrement pas l'amant, comme cela se fait partout, qui lui impose son désir. Imaginez, mon cher ami, elle est seule et ne craint personne. Elle est veuve et ne pleure pas. Elle ne cultive pas la plainte. Elle a un visage angélique. Il rougit soudain vivement. Mais elle n'est ni tombée du ciel, ni montée du gouffre d'enfer. Elle est née de femme ordinaire, tout de même, bon sang de Dieu. Son air égaré me tracasse. Je me dis, stupéfait, non, pas lui. Je divague. Un long moment, tout engourdi, je ne peux penser plus avant. Quand je reviens à l'ère du jour, nous grimpons vers la bibliothèque. Il palabre passionnément, mais sans souci d'être entendu. Je m'entends dire « Monseigneur, ne seriez-vous pas amoureux ?» Je me vois aussitôt éperdument confus d'avoir osé parler en ami débonnaire. Il fait halte dans l'escalier, reste longtemps tétanisé, le regard parti Dieu sait où, s'en revient enfin dans son corps et dit simplement « C'est possible ». Sur le palier, Madame Mère, majestueuse, nous attend avec son plateau de tisane. Il me fait entrer, il me suit et lui ferme la porte au nez. Je redoute ce coup de mon diable secret depuis le premier jour passé en présence de son visage. C'est de Madame Béatrice qu'il parle avec accablement. Il soupire, il poursuit ainsi, le long de ses aveux qui énervaient nos sens. Je vous ai regardé, ne niez pas, mon cher, on aurait dit mon double. Je me suis bien sûr efforcé de garder mon cœur dans l'eau froide. Je n'y suis guère parvenu. Il est maintenant avéré que mon habit de cistercien ne me protège en rien du désir amoureux. J'en éprouve le feu, et voyez ma faiblesse. J'ose vous l'avouer, et vous prie de m'aider à ne pas succomber aux mollesses de l'indulgence. Madame Béatrice doit être condamnée pour le moins au mur strict, je veux dire au cachot le plus profond possible. Les doigts croisés sur sa bedaine entortillée d'un chapelet, il semblait me sonder, un œil plus haut que l'autre, par-dessous sa tête penchée. Je m'indignais du sort qu'il pensait réserver à la rayonnante beauté de Madame de Planisol. J'en eus une bouffée de haine. Je lui répondis fermement qu'en aucune façon je ne l'applaudirais de le voir détruire des gens que j'estimais, pour la plupart, aussi dignes que moi de vivre.
J'évoquais la révolte noire que m'inspirait cette coutume, qu'il semblait d'ailleurs approuver, de torturer les accusés avant même qu'ils n'aient menti à la face des évangiles. Il en sourit. Apparemment, il savait presque tout de moi, de mes rages, de mes lueurs. Il n'insista pas, il grogna. Bref. En tout cas, merci au Créateur des hommes, trop gros, petit, blafard, sans élégance aucune. Je suis préservé du péché le plus agréable du monde, si j'en crois ceux qui le pratiquent. Dieu m'a privé de tout espoir de lui préférer quelqu'un d'autre. Et donc, je me contente et me contenterai de nourrir ma vie amoureuse de fantasmagories fumantes et de désirs inconvenants. Il eut un petit rire triste, reprit d'un coup sa voix sonnante et dit encore « En vérité, c'est sur moi seul que je vous prie de veiller, sans bonté aucune. J'en sais assez sur vos élans, vos refus et vos convictions pour vous condamner au cachot dont nul jamais n'est revenu. Avez-vous digéré cela ?» « Je n'en doute pas, mon ami. » Je vous offre, en juste marché, de ne rien vous cacher de ma pauvre personne et d'éloigner de moi toute honte publique, comme je vous tiens à l'abri des soupçons d'hérésie maligne qui pourraient vous salir le nez. Empêchez-moi de fréquenter la moindre pucelle vendue, la moindre bigote perverse, la moindre catin peint en blanc. J'ai des ambitions de haut vol. Elles exigent au moins l'apparence d'une propreté sans défaut. Il remua dans son fauteuil, parut chercher je ne sais quoi, puis me lança « Allons, mon cher, courez demander à ma mère de nous porter une infusion et quelques friandises de sa boîte cachée. » Dès le matin bleu qui suivit l'évasion de la noble dame Béatrice, il me fit appeler, comme à l'accoutumée, dans son cabinet de travail. J'étais curieux de voir la couleur de ses yeux. Ils étaient brumeux, fatigués de regarder les choses en face. Il avait cet art agaçant de plonger dans l'inexistence ce qu'il refusait de savoir. Il préféra me raconter avec une étrange passion la vie tourmentée d'un vieil homme qui se prétendait loup-garou. Il ne pouvait décemment croire à ses cauchemars paysans, mais son regard soudain captif et son ardeur mal retenue me dirent qu'il aurait secrètement aimé partager l'air de notre monde avec toutes sortes de corps, d'esprits inconnus des évêques et d'animaux parlant latin. De fait, il s'ouvrait peu à peu aux sentiments déraisonnables qui font le sel de toute vie. Je le vis s'alléger avec un franc plaisir. Hélas, un jour de fin de novembre, Vergnol lui apprit dans un coin d'église que dame Béatrice avait quitté la vie, assise au pied d'un arbre, à quelques pas du vieux château où elle était née autrefois. Monseigneur Fournier la pleura. Je suis seul à savoir cela. Ce fut étrangement ce jour de deuil intime que comparut devant Monseigneur et ses gens, donc moi-même et ses assistants, Arnaud Gélis, dit Bouteiller. Ce petit homme aux yeux partout s'ivrognait 7 jours par semaine, d'où son surnom probablement. Pour les gardiens de la loi sainte, c'était assurément fautif, mais somme toute négligeable au regard des rumeurs perverses qu'il avait amenées ce jour devant la figure défaite de Monseigneur l'Inquisiteur. Selon ce que ne cachait pas cet inoffensif sac à vin, il arrivait que vienne à lui tel ou tel défunt du pays et qu'il soit amené à parler un moment avec ces êtres flous qui lui donnait en bons amis des nouvelles de l'au-delà. Il ne s'en faisait pas une gloire vulgaire, au contraire, il s'en effrayait. Monseigneur le prévint
d'un ton de lassitude qui m'emplit de pauvre pitié, que l'Église se défiait de ces récits fumeux tout autant que funestes, et que c'était un grand péché de les planter dans la cervelle de croyants, de briques et de brocs, toujours prêts à se barbouiller de frissons fort peu catholiques. Les morts, selon ce qu'enseignait l'Église, ne pouvaient emprunter les chemins des vivants. Bref, dire le contraire était mentir à Dieu. Bouteiller parut effaré de se découvrir condamnable. Il dit, en agitant les mains devant sa face au nez pointu, que si Monseigneur estimait qu'il n'avait pu voir de fantômes, c'était assurément que ces drôles de gens ne lui étaient pas apparus, et qu'il avait commis une erreur manifeste en croyant ce qu'il avait vu plutôt que ce qu'il devait voir. Fournier sourit discrètement du désarroi de l'accusé, puis parcourant quelques feuillets, il profita d'un temps de raclement de gorge pour demander à l'accusé, l'air aussi lointain que possible, « N'avez-vous pas rencontré dans vos nuits vagabondes n'avez-vous rencontré dans vos nuits vagabondes que des défunts banals, point de saints, point de nobles gens, de châtelains, de châtelaines ?» Il buta sur ce dernier mot. Je fus le seul à voir cela. Je m'en trouvais si fort ému que ma plume en resta en l'air. Mon maître estimait donc possible que notre bouteiller bavarde avec les morts. Plus que possible, en vérité, miraculeusement certain. Mais où était sa foi catholique? Oubliée, disparue, caduque. Il lui préférait tout à coup les fariboles d'un ivrogne. Ah, c'était folie, il le savait, mais il refusait d'en douter, car là, et nulle part ailleurs, était son fol espoir de revoir Béatrice, qu'il avait à peine observé, le temps de se sentir idiot et défait de toute idée claire. Il avait cru que ce feu-là était promis au premier vent, mais non. Madame Béatrice avait peu à peu envahi ses promenades solitaires et ses longues nuits d'insomnie. La mort de la trop belle dame aurait dû refroidir son cœur et le ramener sans tarder à son humilité première. Hélas! Compère Bouteiller était venu agiter l'air avec son pouvoir espéré de redonner force à la vie. Un soir, une heure, un pauvre instant, le temps d'un adieu sans parole. À la question de Monseigneur, l'ivrogne demeura pensif un long moment, le regard vague. Avait-il rencontré quelque noble personne ? Il fronça les sourcils, puis remua la tête de gauche à droite, aller-retour, et répondit que non. En tout cas, pour l'instant. Mais qu'il ne désespérait pas de converser avec quelqu'un qu'il se plairait à présenter au plus bienveillant des évêques. Comme j'accompagnais mon maître après la séance levée à son cabinet de travail, où nous attendaient nos tisanes et d'invincibles gâteaux secs, il me grogna après longtemps de silence méditatif. « Vous m'avez vu, maudit greffier, tel que je suis en vérité, amoureux, honteux et grotesque, prêt à gober n'importe quoi qui nourrisse mes convoitises, puceau, pleurnichard, vaniteux, mais qu'importe, pourvu que l'on n'en sache rien. D'ailleurs, nous sommes tous pareils. Gens de là-haut, marquis, prélats, larrons de foire déguisés en modèle de catéchisme et surtout habillés du vêtement sacré qui dit notre puissance et non notre valeur. Hypocrites face aux égaux et père fouettard chez les pauvres. Notez ceci, greffier. Se méfier des proches et surtout de soi-même. Se savoir capable de tout. Ne jamais oublier que nous ne vivons pas, que nous ne sommes rien que des poupées de paille, que nous agitons devant nous en imitant la voix de Dieu. Nous sommes derrière nous-mêmes. Comprenez-vous cela, mon fils? Mais nous ne pouvons nous montrer, parler vraiment, trahir nos masques, sans risquer de nous voir jeter hors du cercle de ceux qui vous tendent la main, non pour vous secourir, mais pour vous obliger à baisoter leurs bagues. Buvez votre tisane.
Fournier fut créé cardinal en 1327. À la mort de Jean XXII, dont on disait dans les couloirs qu'il se nourrissait d'alchimie, même pas mêlée de légumes, il fut élu. Le cardinal Jacques Fournier se nommait désormais sa sainteté Benoît XII. Le bruit courut tout aussitôt que son premier mot de pontife dit à ses frères cardinaux fut « Vous venez d'élire un âne ». Le dernier mot à un pape, la veille du jour, on en élit un autre. Le timing est parfait. Le timing est d'autant plus parfait que le goût d'Henri Gougaud pour les almanachs, il en a lui-même signé plusieurs, va avec cette déclinaison des dates. 6 mai 2024, mort d'Henri. 7 mai 2025, peut-être élection de... Choisissez, François II, Benoît XVII, Clément XV, Innocent XIV. Nous verrons bien la suite. S'il est intéressant de rappeler que Henri voulait absolument inscrire son travail dans un temps long, il s'est toujours méfié du contemporain. Il avait une phrase que j'aimais beaucoup, « Je n'écris que pour emmener mon lecteur dans la vie, pas le contemporain, ça pollue ». Ça explique pourquoi très souvent, même s'il y a eu des incartades à d'autres époques, comme sa très belle biographie empathique de Louise Michel, ou cette espèce de dérive avec le voyage d'Anna au premier temps de la guerre de 30 ans, la plupart du temps, ces évocations historiques, il va les placer dans une terre et en un temps qu'il connaît bien, qui parle à la fois de l'endroit d'où il vient et surtout du combat qui se mêle entre des gens simples, qui ne cherchent pas forcément à avoir le moindre pouvoir ni la moindre autorité, mais une puissance au-dessus d'eux qui entend les traquer, les sonder, peut-être même les éliminer. Et cette terre-là, on le sait, c'est grosso modo le monde occitan, c'est le Languedoc, grosso modo. N'oublions pas que Henri est né très près de Carcassonne et que c'est aussi un des endroits où il y a eu un des tribunaux inquisitoriaux les plus puissants au XIIIe siècle. Et l'époque en question, c'est bien évidemment ce qu'on appelait autrefois le beau Moyen-Âge, l'époque de Louis IX, qu'on appelle Saint-Louis, c'est déjà une forme de parti pris du reste, puisque c'est les papes qui en ont fait un saint pour s'accommoder, avoir une alliance avec le roi de France, tout ça est assez peu spirituel. Et d'autre part, ce que Huizinga, le grand médiéviste hollandais, appelait l'automne du Moyen-Âge, une formule qui lui voit bien. Je fais encore un petit pas de côté par rapport à cette époque-là pour dire que pour Henri, il y avait certainement quelque chose d'extrêmement important à voir ce moment où le savoir des hommes qui se transmettait par l'oral, par la confidence, par presque... pas en contrebande, mais enfin de façon très personnelle, se faisait par la voie orale. Et le moment où l'arrivée de l'imprimerie va faire que ces savoirs-là vont être repensés, re-hiérarchisés. Certains vont disparaître comme étant pas suffisamment savants, pas suffisamment étayés pour qu'on leur fasse véritablement de la place. Avant même que l'imprimerie arrive, et c'est vrai 2 siècles avant, la façon dont l'écrit va prendre le pouvoir sur l'oral, fait que dès le XIIIe siècle et jusqu'au XVe siècle, la lutte sera absolument sans merci entre le savoir qui se transmet par l'écrit et le savoir qui se transmet autrement. On verra d'ailleurs dans certains des derniers livres d'Henri, notamment La Confrérie des Innocents, comment un livre dont on ne sait rien va circuler, que les gens vont se battre pour essayer de tenir ce texte, dont encore une fois on ne sait rien, mais que chacun va fantasmer, où chacun va se projeter. Et d'une certaine façon, ce n'est pas un hasard si au moment où Jean XXII, le prédécesseur de Benoît XII, est sur le trône de Saint-Pierre, c'est le moment où Umberto Eco place l'intrigue du nom de la rose. On se retrouve dans ce moment où l'écrit est véritablement un enjeu fascinant, un enjeu dangereux, un enjeu pour lequel on va tuer, ou pour lequel on va éliminer ceux qui ne veulent pas s'y soumettre. Si je reviens essentiellement sur le dernier livre d'Henri, donc de Ciel et de cendre, c'est d'une part parce que pour une toute première fois de sa vie, et peut-être parce qu'il sait que c'est son dernier roman, il va d'une part fictionner plus que de raison. Il le dit lui-même en 4e de couverture, il dit
j'ai fait de l'évêque inquisiteur Jacques Fournier, que les historiens concernés me pardonnent, un personnage romanesque. Donc le Fournier que vous avez entendu à l'instant présenter et que vous trouverez tout au long du roman n'est pas du tout attesté historiquement. C'est un personnage très tatillon, très économe, très sec, mais en aucun cas aussi pervers que celui qu'Henri Gougaud nous a écrit. Pourquoi s'est-il autorisé enfin ce genre d'excès? Sans doute parce qu'il veut régler une bonne fois pour toutes son compte à la façon dont le savoir et le pouvoir veut écraser tous ceux qui portent une autre mémoire, une autre conscience au monde. En préambule de son roman, en exergue, on peut le dire, il a cette phrase assez longue d'Elie Wiesel que je veux vous donner immédiatement à entendre. La haine n'engendre que la haine. L'intolérance est sa première phase. Plutôt que de la combattre, il faut la prévenir. Par quels moyens? Où chercher des remèdes? Je n'en connais qu'un seul, la mémoire. Rappelons aux hommes, aux femmes d'aujourd'hui, le mal et le malheur que l'intolérance a infligé à l'humanité d'hier. Alors l'espoir, mis dans la parole, sera justifié. Si convoque Elie Wiesel au tout début de son livre, c'est parce que sans doute il est conscient, au moment où il termine ce dernier manuscrit, que jamais les temps n'ont été aussi alarmants. Et si on a vu dans pas mal de ses romans, surtout ses romans médiévaux, puisque c'est ceux essentiellement auxquels je voudrais faire référence ici, depuis 1982, depuis Bélibast, l'expédition qui raconte l'expédition militaire pour faire tomber les derniers parfaits à Montségur en 1242, mais également l'Inquisiteur, L'homme à la vie inexplicable, Par amour, L'enfant de la neige. Tous ces romans médiévaux d'Henri Gougaud ont pour but de nous montrer une humanité qui est la grande perdante de ces enquêtes, en quelque sorte. Il y a une formule qu'il avait employée dans... Est-ce que c'est dans L'enfant de neige? Non, je ne crois pas. C'était dans... je vais lui retrouver la formule. Je l'aime bien parce que c'est une sorte de litanie qui nous dit quels sont les personnages qu'il entend défendre. Je ne sais pas ce que je la cherche, que je ne la trouverai pas, bien évidemment, mais on va se faire confiance. Il n'y a pas de raison qu'elle ne revienne pas d'une façon ou d'une autre. Bon, on dirait Bayrou quand il cherche ses notes. C'est très mauvais signe, parce que si les Corses se mettent à ressembler aux Béarnais, je me demande comment tout ça va finir. Mais je vais tâcher de tenir... Ben non, je ne la trouve pas. Ah, du vrai Bayrou, elle était derrière, voilà. Écoutez cette formule qui vient effectivement de la Confrérie des Innocents, le livre qu'il nous a donné en 2021 chez Albin Michel. Il ne parle que des innocents, maladroits, capricieux et craintifs, brumeux de cœur et grands de gueule, crédules et motifs, mal armés, tant de savoir que de courage. Ben, c'est ces personnages-là que Gougaud nous a amenés à découvrir, à accompagner. Souvent, ce sont des jeunes gens au tout début du roman. L'un s'appelle Alexis, l'autre s'appellera Geoffrey. On va les retrouver en quelque sorte ballottés par un destin qui les convoque, alors qu'eux-mêmes n'ont pas véritablement de ligne de parcours toute tracée, manipulés par des gens qui les emploient, parfois avec bienveillance, le plus souvent avec des intentions malignes. Et tout au long de ces romans-là, on va voir comment ces jeunes gens vont s'en sortir, parce qu'ils vont être astucieux, parce qu'ils vont bénéficier d'une grâce qu'on n'a pas véritablement prévue. Et Henri va leur servir de bonne étoile. Il ne va rien leur épargner. Souvent, leur sort sera extrêmement brutal, douloureux souvent aussi. Mais malgré tout, ils vont pouvoir s'en sortir, car Henri a pour mission de nous donner à croire que l'humanité peut être préservée, ne serait-ce que par miracle, quand la tension politique du moment est la plus forte. Ce que je voudrais aussi voir avec vous quand on évoque ce tout dernier roman, de Ciel et de Cendre, c'est que là, d'un seul coup, tout est très historiquement daté. Alors, bien sûr, on vous a peut-être déjà, quand vous avez rencontré ce livre-là à sa sortie au mois de février, rappelé que le corpus même de tous les personnages qu'on va rencontrer dans De Ciel et de Cendre, ils sont connus grâce à un registre inquisitorial. On parle donc de Jacques Fournier. Jacques Fournier, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'au départ, c'est quelqu'un qui est d'Ariège. Et parce qu'il est de l'Ariège, il va être un très bon inquisiteur. Au départ, l'Inquisition, vous le savez, elle a été créée au début du XIIIe siècle, enfin à la fin du début du deuxième quart du XIIIe siècle, et confiée aux dominicains pour justement les chiens de Dieu, comme leur nom l'indique, qui vont être là pour sonder les cœurs et les reins et appliquer la reprise en main très violente que le Saint-Siège, depuis 1903 et le Concile de la 34, a voulu mettre en place. Désormais, on aura le droit
de communier à Pâques, et c'est absolument obligatoire que si on s'est confessé. Donc la confession devient obligatoire, la communion pascale obligatoire. Il sera donc très facile de surveiller ceux qui ne sont pas les bons croyants. S'ils ne vont pas à la table de l'autel recevoir le corps du Christ, ils sont forcément hérétiques. Pour y avoir accès, ils ne se sont pas confessés, ils seront donc forcément hérétiques. On crée des critères qui vont permettre de distinguer les manquements qui vous désignent comme un ennemi de la bonne foi. Donc cette espèce de reprise en main par l'Église officielle va forcément créer une espèce de suspicion permanente, et c'est les dominicains qui s'en chargent. Alors ce qui est intéressant pour nous, c'est que dans De ciel et de cendres, Jacques Fournier, c'est pas un dominicain, il va participer à l'Inquisition, on l'appellera même le cardinal blanc, il est cistercien, comme son oncle, qui était d'ailleurs lui-même évêque, qui a été lui-même à la tête de l'abbaye de Fontfroide, près de Narbonne. Quand son oncle quittera l'abbaye, c'est Jacques Fournier qui en sera le titulaire. Et parce qu'il est de l'Ariège, parce qu'il travaille dans le pays héroltais, il a la langue. Et bien qu'il ne soit pas inquisiteur, il va être associé, c'est permis depuis très peu de temps, depuis Jean XXII justement, en 1312, c'est décidé en 1312 par Clément VII, et c'est Jean XXII qui va le rendre pratiquement banal. On va permettre à ceux qui ne sont pas de l'Inquisition, mais qui ont le don des langues, de s'y associer. Et c'est comme ça que Jacques Fournier, parce qu'il connaît les langues du pays, va assister et même présider ces tribunaux de l'Inquisition. Donc ce roman de Gougaud, il est intéressant parce que c'est le plus historique, celui qui se sert le plus des changements, des évolutions, des règles, qui annoncent quelque chose d'assez, impossible à éviter. Et en même temps, le personnage qu'il invente est totalement factice, il est totalement faux. Il invente un inquisiteur radical qui est assez détestable, mais à qui il donne une espèce d'excuse. En fin de parcours, à la fin du roman, on sent que Jacques Fournier, tel qu'il l'a inventé, sait que lui-même, il est pratiquement dans l'excès. Il est pratiquement dans une espèce de mauvaise foi, et que lui-même n'a pas moyen de se pardonner son comportement. Alors là, on est complètement dans la subjectivité, on n'est plus du tout dans la fresque médiévale telle que il nous l'avait jusque-là vendue, défendue, illustrée, mais c'est parce que je pense, ça n'engage que moi bien sûr, et les gens qui étaient très proches de lui dans les tout derniers temps de sa vie pourraient me démentir, mais je pense que à la fin de son parcours, menant à bien ce manuscrit exactement comme il l'a senti, il a radicalisé son propos. Pour la première fois, il y a dans ce roman-là une façon très technique de parler de qu'est-ce qu'un bûcher, comment bien exécuter quelqu'un. Ça paraît atroce, je ne sais pas si je vais vous retrouver le passage, je vais faire Bayrou tout le temps quand même, mais c'est assez terrible parce qu'on s'aperçoit qu'il n'a jamais été aussi froidement, pas je vais dire cruel, mais quelque chose qui ressemble, moi je vais encore faire Bayrou. Hein, ça ne vient pas. De toute façon, vous retrouvez le passage, mais c'était intéressant. À force de ne pas vouloir préparer en disant avec des photocopies on s'en sortira, ça ne marche pas forcément. Faut un peu d'humilité et un peu plus. Tant pis. En même temps, oui, il est là le passage. Mais il est quand même assez terrible. Tout d'abord, notre homme doit être brûlé de préférence un jour de fête, après la messe du matin. Les gens, ainsi, pourront venir en foule, plus dense et joyeuse. Les voilà donc, hommes et femmes, enfants, jouant à ras de terre autour du tas pointu de gros et de petits bois. Au sommet des bûches, un poteau, où des chevilles au poing et des poings à la gorge sera lié le condamné. Pour l'instant, il arrive à pied de sa prison. Longue chemise, marche lente, des psaumes en latin l'accompagnent, tandis qu'au clocher de l'église, un sacristain sonne de glas, des frères prêcheurs le harcèlent, le poussent à renier ses diables, à s'arracher enfin à l'enfer, où il va, s'il ne rejoint pas illico la foi de ces bons catholiques qui lui font une haie d'insultes et de crachats. Voilà une façon extraordinairement dure de parler des supplices que souvent, dans ses romans précédents, Gougaud évoquait comme une espèce d'horizon d'effroi ou de réalité passée, quand on rappelait que quelqu'un avait été condamné. Là, carrément, on voit comment, cyniquement, on prépare le supplice. Et cette espèce de froideur-là, on ne l'avait jamais vue, enfin, à ma connaissance, dans les romans d'Henri Gougaud. C'est qu'à un moment donné, il faut cesser de se cacher derrière son doigt. Les temps sont atroces, les sanctions sont inhumaines, la démarche même inquisitoriale est abjecte. Alors, avant de prendre congé, Henri nous envoie un message. Si on n'est pas des militants d'un humanisme raisonné, c'est pas la peine de lire encore. Merci.
Bonsoir à toutes et à tous. Je tiens à remercier la Maison de la Poésie de nous accueillir ce soir. Et je vais vous parler du dernier numéro de La Grande Oreille qui est consacré à Henri Gougaud. Il a créé La Grande Oreille en 1999. Il voulait une revue consacrée aux contes, pas pour les ranger dans une vitrine, mais pour les faire circuler, pour qu'on les entende comme une parole vivante, poétique, essentielle. Et 26 ans plus tard, ce numéro 98 lui rend hommage. Alors je vais vous dire quelques mots sur la revue et sur ce numéro un peu particulier. La Grande Oreille, c'est une revue trimestrielle indépendante, entièrement dédiée aux contes. Elle ne s'intéresse pas aux contes comme une curiosité d'hier, mais comme une parole capable de réveiller quelque chose en nous. Un conte, c'est une parole. Contrairement au discours rationnel, elle n'explique pas. Elle éclaire et surtout, elle relie. Chaque numéro développe une partie consacrée à un thème. Le rire, les relations dans les fratries, l'hiver, la nuit, la forêt, l'hospitalité. Et autour de ce thème, on rassemble des contes, bien sûr, mais aussi des récits, des entretiens, des témoignages, des créations. On y entend des conteurs, bien sûr, mais aussi des chercheurs, des scientifiques, des poètes, des artistes. C'est une revue qui mêle plusieurs voix. Une revue faite par des gens qui aiment écouter et qui pensent que les contes ont encore quelque chose à nous dire. Henri Gougaud avait une belle image pour parler de cette revue dans l'éditorial du numéro 1. Il disait que c'était un atelier de littérature orale et que cet atelier fonctionnait comme une boulangerie, avec une pâte à pétrir, à faire lever, un pain qui chante dans le four. Ce numéro 98 est dédié à celui qui a allumé le four pour la première fois. Dans ce numéro qui lui est consacré, nous avons voulu lui donner la parole à travers les textes qu'il a écrits, des contes, des poèmes, des chansons, des extraits de romans, des articles polémiques et bien sûr le récit de sa propre vie. Une vie foisonnante qui suit le fil de son époque et dont le cap a toujours été la liberté. Alors il y a d'abord son enfance, près de Carcassonne, pendant la guerre et l'après-guerre, et puis les cabarets de la Rive Gauche, à Paris, dans les années 50 et 60, les rencontres avec Georges Brassens, Barbara, Reggiani, Ferrat, point de suspension. Henri Gougaud est au cœur de ce monde-là. Et puis viennent les années 70, la contre-culture, les revues pilotes actuelles, La Gueule ouverte, première revue écolo, les expériences collectives, les utopies, et puis la radio. Claude Villers, avec l'émission Pas de panique, Marche ou rêve, et puis les émissions avec Jacques Pradel, sur France Inter, sur RTL, et enfin, et surtout, les contes, les ateliers et les romans. Il n'y a pas qu'un seul Henri Gougaud, il y en a plusieurs parce qu'il a eu plusieurs vies. Alors pour composer ce numéro, on a aussi rassemblé de nombreux témoignages pour évoquer les différentes facettes de sa vie. Philippe-Jean Catinqui, que vous venez d'entendre, évoque son goût de l'errance et son amour du savoir. Yves Gelande revient sur les années des cabarets Rive Gauche. Philippe Gomplowicz évoque la bande des 4 musiciens. Michel Zinc évoque la voix d'Henri Gougaud et le décrit avant tout comme un poète. Jacques Pradel parle de leur goût commun pour l'étrange et le mystère. Et puis, il y a le conteur Yannick Jolin, avec son témoignage intitulé « La promesse de l'Aude ». Vous allez l'entendre tout de suite après. Sans oublier Jean-Claude Ameisen, Valérie Bienfaisant, Inès Casalas, Ludovic Souliman, Alexandrine Aliès, Josias Padilla, Olivier de Robert, chacun avec sa manière de dire pour former un portrait vivant. Et ce souffle, il continue. Chantal Grimm vient d'enregistrer un CD avec des chansons inédites d'Henri Gougaud. Il s'intitule « Je reviendrai » et il est classé dans les 10 premières sélections actuelles des radios de chansons françaises, Radio Quota. C'est une continuité, une preuve supplémentaire que la parole d'Henri Gougaud est encore là, qu'elle circule, qu'elle touche. Ce numéro a été réalisé avec l'aide précieuse de Bernadette Bricou
et d'Aurélien Gougaud, toute l'équipe de La Grande Oreille vous remercie infiniment pour votre confiance. Un grand merci également à tous les contributeurs. Il est en vente ce soir à la librairie. Je voudrais finir en laissant la parole à Henri Gougaud lui-même. On ne décide pas d'être conteur. C'est l'oreille des autres qui nous fait conteur. On vous écoute, vous parlez, donc vous êtes conteur. Le conte est un art vivant, je dirais même immortel, dans la mesure où il vient de si loin et où, je l'espère, il va si loin. Il dépasse le simple mouvement d'une vie d'homme. Je vous remercie. Quand j'ai commencé à collecter de contes, était dans ma langue maternelle, était chez le pauvre monde, de fin fond de campagne, avec une langue mal affûtée, une langue de darer, une langue de fin fond. Et au début, on l'a caché dans mes intérieurs et me demandait s'il était légitime à aller raconter nos histoires devant le beau monde. Et on est peut-être en lisant Henri, quand il disait comme ça, il est bon d'avoir ses greniers pleins, de disposer de confortables ressources, tant matérielles qu'intellectuelles. Il n'en reste pas moins qu'il est, à mes yeux, dommageable, comme cela parfois arrive, que ces richesses-là nous conduisent à considérer l'innocence comme une puérilité et le dénuement comme une tare. Il arrive pareillement que l'on puisse crever de froid sous des montagnes de savoir. Alors, au début, il criait que les contes collectés chez les mémés de chez moi étaient les contes les plus originaux de la Terre, qu'ils n'existaient que chez moi. Et puis plus on creuse le monde des histoires, plus on rencontre l'universel. Plus on croit trouver le local, et plus on fonce trouver les racines de notre humanité. Pas les racines, mais la mer intérieure de notre humanité. Et quand je suis tombé sur l'arbre à soleil qui était une espèce de bible pour plein de conteurs du début des années 80, extraordinaire pour moi. Parce que malgré sa langue si précise, où on l'entendait, et pourtant, il nous donnait la possibilité de prendre ses contes et d'en faire ce qu'on voulait. Parce que lui a toujours dit, les contes sont des êtres vivants. Je n'en ai pas les preuves, mais je n'aime pas les preuves. Alors, je ne sais pas s'ils sont vivants, mais moi, je vais vous en raconter deux. Je retrousse mes manches comme un artisan de la parole que je suis. Deux contes du début, deux contes qu'il lut dans son arbre à soleil et qui m'ont permis de les replacer dans mon univers à moi. Le premier se passe, vous m'excuserez d'utiliser des mots d'une langue vernaculaire que parfois vous ne comprendrez pas, mais vous savez bien que dans le mystère du conte, il y a toujours cette obligation de ne pas tout comprendre pour que ça puisse faire effet sur nous. Parce que vous savez bien, Gougaud disait aussi, il ne faut pas prendre les contes pour ce qu'ils disent, mais pour ce qu'ils sont. Ah, comment savoir ce qu'ils sont? Eh ben, juste en les laissant comme ça. Donc ma première histoire, elle se passe dans les fins fonds du marais Poitevin. Vous voyez, le marais, c'est ces terres qui sont plus basses que le niveau de la mer. Espèce d'André Avour que l'eau sabure. Avour qu'en hiver, le Cras, la crue, avec un archipel comme ça, des buttes de coquilles d'huîtres. Avour que là, le monde qu'habitant. Et là, on avait
deux mondes en plein hiver, au milieu des frênes, vous savez, frênes décharnées, qu'implore le ciel pendant tout l'hiver, au mi-temps de l'Ève, qui a juste des espèces de forlasseries. Là, on avait deux mondes, un couple, peut-être vieux, je ne sais pas, ça c'est une hypothèse. Une hypothèse, c'est qu'ils sont déjà vieux. Un peu comme dans le côté biblique, avec pas d'enfants, parce qu'ils n'aimaient pas les enfants. C'était des gens qui n'aimaient pas les voisins, ils n'avaient pas de voisins non plus. Ils n'avaient pas de vaches, ils n'aimaient pas ça. Ils n'avaient pas de chiens, pas d'animaux de compagnie. Et je comprends très bien qu'on n'ait pas d'animaux de compagnie. Il faut vraiment, pour aimer les animaux de compagnie, il faut vraiment... Donc ils n'avaient même pas de poux dans les cheveux. Ils aimaient rien. Mais vraiment, c'était des... Et ils étaient en avance sur leur temps, finalement, dans un monde de plus en plus misanthrope. Il y en a certains qui sont plus misanthropes que d'autres, mais ça dépend où on met le curseur, vous savez bien, c'est toujours pareil. Mais en fait, en même temps, aujourd'hui, malgré une espèce d'apparence comme ça, on aime tout le monde. Est-ce qu'on n'aime pas de moins en moins? Enfin, en tout cas, là, c'était des gens qui n'aimaient pas rien. Alors, ça se voyait sur leur goule qu'ils aimaient. Parce que, vous savez, tout se voit sur la goule. Hein. Quand on vous regarde, on sait déjà pas mal de choses, hein, vous savez ça. Puis j'ai la chance de pouvoir vous voir. Donc, et alors, vous savez, ça se voyait parce qu'un cœur, normalement, c'est destiné, quand ça aime normalement, c'est une grosseur à peu près normale. Et eux, comme ils aimaient personne, la fonction créant l'organe disparaît. Donc, et ils avaient le cœur qui avait rabousiné comme ça, comme un petit fromage de biquette, vous voyez, qui était devenu tout petit, puis tout sec, puis ça se voyait sur la goule, ils avaient la goule toute ridaillée comme ça. Ils aimaient personne. Et puis un matin, l'homme est parti, comme le partait souvent au matin, et souvent le partait à la chasse, mais là, ce jour-là, il est juste parti berlandiner, se bader, se promener. Et ce matin-là, le fait une affaire que n'avait jamais fait, le ramasse un haché, un gros haché, un ver de terre. Un gros ver de terre de marais, parce que c'est une terre grasse dans les marais, donc c'est un gros ver, presque une petite serpente, quoi. Et il met ça dans sa boîte de pull-molle, parce qu'elle avait toujours sa boîte de pull-molle à cause de l'humidité. Et il ramène ça chez lui, et il s'approche de sa femme en disant « On va l'adopter. On sera notre enfant. On va l'appeler Bobio. Bobio lâché. » Et sa femme a fait « Oh oui, c'était peut-être une époque où les femmes avaient l'habitude d'obéir au patriarche. L'histoire ne le dit pas. » En tout cas, aussitôt, ils avons été envahis tous les deux par une espèce de chose qui était une espèce de... Comme quoi, enfin les choses... On aurait eu tort de les juger sur la première partie de l'histoire, parce que vraiment, tout à coup, là, il y a une espèce de digue qui cède et ils se mettent à aimer le Bobio lâché. Ils l'aiment tellement fort, ça fait tellement puissant d'un seul coup que ça fait comme un laser d'amour. Et le Bobio, il grossit à vue d'œil. Au bout d'une semaine, ils sont obligés de mettre une espèce d'énorme bac en acier, tu vois, pour... Enfin, une bassine, quoi. Et tous les soirs, ils viennent le trouver. « Bonne nuit, Bobio, dors bien, Bobio. » Oh. Puis au début, ils essaient de lui donner un petit peu des choses à manger, un peu de terre. Puis comme il n'en veut pas, ils essayent tout ce qui passe, des salades, des herbes, des fruits, tout. Ils essayent en disant, il faut qu'il mange, parce que les vitamines d'amour, c'est bien, mais ça ne suffira pas. À un moment donné, si le continue de même, il faudra l'amener au pédiatre. Donc... Et Bobio grossissait quand même. Tous les soirs, il le bisait, il disait « Bonne nuit, Bobio, dors bien ». Et Bobio grossissait. Et pourtant, il ne mangeait rien du tout. Et un matin, le père est parti à la chasse. Et il allait... Ce matin-là, il a fait une chose qu'il a tué, une bête qu'il ne tuait pas d'habitude. Il a tué un petit moignat, un petit moineau. Et il l'a ramené à la maison, et il a pris son coutia, il a ouvert le corps de la bête, et il a pris le petit cœur qui était tout dégoulinant de sang. Il l'a approché de la gaule de Bobio.
Et Bobby a ouvert sa gueule grande même. Et là, on a vu qu'il avait 2 petites dents qui attendaient pour manger le petit cure. Il a mangé le petit cure de Zia, comme si c'était ça qu'il attendait depuis toujours. Alors, à partir de ce matin-là, tous les matins, le père est parti dans les marais pour tuer les osias, pour amener des petits cures d'osias. Au début, il a tué les sanderles, les grolles, les niasses. Puis après, il a fallu en tuer de plus en plus, parce que Bobby avait faim. Et Bobby grossissait, il grossissait. Puis après, il est obligé de tuer les plus grosses bêtes, les quenets, les canards, les plus gros oiseaux qu'il avait. Il a fini par les autruches, les gros oiseaux qu'il avait dans le marais à l'époque. Puis Bobby avait faim, toujours. Il avait faim. Il avait faim, il grossissait. Alors ils ont tué. Il est passé après aux lapins, aux lièvres, aux sangliers, aux rhinocéros, aux antilopes. Enfin, il a tout tué ce qu'il y avait dans le marais. Et Bobby était devenu énorme. Et il mangeait, il avait toujours faim. Il disait, il est faim, il est faim, il est grand. Enfin, t'inquiète pas, Bobby, t'inquiète pas, ton père est parti, le va revenir. Et le père avait tout tué, tout ce qui était vivant dans le marais. Et ce matin-là, il était parti vers le village. Il s'était dit, un petit cœur d'humain, pour une fois, pour l'enfant qui a faim. L'enfant qui a faim, ça justifie quand même un peu les moyens. Alors il a posé son fusil sur une cosse de frêne, et puis il a attendu. Il a attendu, il a vu une femme s'approcher avec un jouk. 2 seaux, elle venait chercher de l'eau au knard. Il n'a pas eu le temps d'appuyer sur la gâchette. Un homme du village l'avait repéré, s'est approché de lui. Une lame s'est enfoncée dans son échine et il est tombé dans la poussière, mort. Il est faim, il est faim, il est grand faim là. T'inquiète pas, ton père va revenir. Il est faim, il est faim, il est grand faim. Et Bobby était tellement énorme, il faisait 3 fois le tour de la maison. Et il avait faim, tout le temps faim. Puis là, il a commencé, il est faim, il est faim, il est grand faim. Alors pars, va chercher ton père. Et Bobby a commencé à bouger. Et quand Bobby a bougé, la terre a tremblé. Les fragnes sont tombées, les peupliers avec. La poussière s'est élevée dans le ciel et Bobby a avancé. Il a avancé jusqu'à se retrouver au cœur du village où là, les hommes, les femmes s'étaient cachés derrière les maisons. Et quand il est arrivé en plein milieu du village, il n'est pas arrivé jusqu'au corps de son père. Là, on a entendu les hommes, les femmes arriver en brandissant des tisons, du feu, de la flamme. Ils ont mis le feu à Bobby, ils ont jeté le bois, la paille dessus. Et Bobby a sauté pour échapper aux flammes, a sauté jusqu'au toit des maisons, a sauté jusque bien plus haut dans le ciel. Il a tellement sauté haut qu'il a fini par rester au panguier dans le ciel, suspendu dans le ciel. Et vous qui êtes supposément des gens avec une intelligence un peu supérieure, vous venez dans des endroits de culture, et je vous conseille cependant, à un moment donné, de partir au milieu des arbres, de vous reconnecter à quelque chose de vous que parfois peut-être vous avez oublié, et d'aller regarder dans le ciel d'été ce qu'on appelle habituellement la Voie lactée. Et à partir de ce moment-là, vous saurez que c'est pas la Voie lactée, c'est Bobby Lâché, qui est rendu au cœur des étoiles, manger le cœur des étoiles. Et on dit qu'un jour, il reviendra sur la terre, manger le cœur des hommes et des femmes de la terre, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus qu'un seul cœur dans tout l'univers. Comme je ne peux pas partir, je raconte des histoires, pas juste pour divertir, pour mieux voir dans le noir. Et là, quand je vois les mots jouer devant moi, je garoche des bateaux de briquets de bois vers des mirages d'or. Lui, il s'appelait François. François, c'était un chacoture. Un chacoture, c'était son surnom. Le chacoture. Un gars qui travaille le bois, mais qui travaille un petit peu grossièrement, qui chacote. Il chacote, quoi. Et c'était
c'était le seul ébéniste, le seul menuisier du pays. Et en plus, c'était un original. On appelle ça un original. Un gars qui n'est pas tout à fait comme les autres, il n'est pas tout à fait dans les cordes. Il n'est pas... Mais il est très bon pour le darwinisme parce qu'il est aux limites du monde, quoi. Donc c'est ce qui permet vraiment l'évolution de la race en général. Hein. Vraiment ce qui est aux limites même pas facile. Hein. Et lui, c'était vraiment un original. Il était dans la catégorie des euphoriques, vous savez. Les gens qui sont toujours en trop. toujours un peu trop. Toujours un peu trop. Et donc, quand on arrivait chez lui, c'était très... Pour juste une étagère, vous mettez 3 heures à vous mettre les essences de bois. Tu vois, regarde, t'as vu? Tu sens ça? Tu sens ce peuplier? Tu sens la tendresse du peuplier? Tu sens sa capacité à accepter de toi tout ce que t'as de meilleur en toi? Tu vois, il est beau, il est magnifique. Oh, le châtaignier, touche pas au châtaignier, il est brutal comme ça, mais il est très bien dehors, il est très bien. Puis, ce merisier, mais... Oh, t'as vu la rougeur? C'est presque sa timidité qu'il a devant toi quand il va s'installer chez toi. C'était une espèce un esthète, mais c'était pas toujours visible au premier. Pour le gars qui vient juste acheter son étagère et qui est obligé de rester pendant 3 heures, c'est pas toujours visible au premier temps. C'est-à-dire que alors, au début, il avait un peu de travail. Et puis, il y a eu forcément des gens plus pragmatiques qui sont venus s'installer. Des gens du travail, quoi, du labeur, de cette espèce de chose qui fait qu'en face de soi, on a quelqu'un de waouh. En plus, lui, il avait une tendance à jamais faire une... Par exemple, les meubles, c'était jamais droit, parce qu'il estimait qu'il fallait laisser un brin de poésie dans la veine du bois. Alors, quand on a vu arriver les gens qui étaient vraiment dans l'alignement, là, ça a été la fin de son business, hein, vraiment. Mais lui, c'était pas un gars qui aurait pu se laisser avoir par la désespérance. Il y avait dans son euphorie apparente quelque chose qui était « Ouais, t'inquiète pas, je vais me remettre, voilà !» Alors il a commencé à mettre des stratégies pour attirer le chaland. Il a commencé à vouloir jouer à la fois le client et lui. Donc il toquait à sa porte, pompon, il rentrait « Oh, bonjour François, oh, ça me fait tellement plaisir !» Oui, merci, bien sûr, je vais vous faire ça. On ne peut pas dire que ce soit une stratégie qui ait marché totalement du premier coup. C'est-à-dire que très rapidement, on a perçu des gens qui commençaient à dire qu'il avait un petit côté de tabayot il était en train de virer mal. Et puis lui, il avait des dettes qui s'accumulaient. Et puis quand arrivait la nuit, il était repris par tous les démons. Ça veut dire la nuit. Quand les serpents du doute passent entre mille et lattes de plancher, qu'elles s'inscrivent dans votre chair. Et il a commencé à douter de tout, de sa vie aussi, en se disant peut-être qu'il y avait eu une erreur d'aiguillage, qu'il n'avait rien à faire sur cette terre-là, qu'il n'était pas fait pour ce monde-là. Alors un jour, il s'est dit qu'il allait disparaître, qu'il allait mourir. Mais il n'avait pas envie que ça soit une défaite. Hein. Il avait envie qu'on s'en rappelle dans le pays. Non de là, il allait partir, mais on n'allait pas se passer comme ça. Et donc, il a rêvé la chose. Et il l'a rêvé tellement qu'à la fin, quand il l'a eu en tête, il s'est mis à rire. Il s'est vu dans un cercueil, mort, avec tous ses créanciers rentrant dans l'atelier, le découvrant mort dans le cercueil, et ça, on l'a fait rire. Vous savez bien qu'on ne rit pas tous des mêmes choses. L'humour, c'est tellement une chose particulière. Et alors maintenant, il fallait qu'il passe à l'exécution de son plan, donc il a écrit à tous ses créanciers la même lettre pour tout le monde en leur disant de venir dans 8 jours, jour pour jour, à midi précise, et il les rembourserait tous. Il a envoyé sa lettre, et puis il fallait qu'il fasse son cercueil. Il n'avait plus une planche. L'huissier était venu la semaine passée, avait tout pris, il n'avait plus rien, quelques outils. Il avait repéré une vieille barcasse qui était en train de pourrir à côté de la rivière. Elle a nez tombé, elle est descendue à la rivière, elle a pris les meilleures planches, les a mis sur ses épaules, et il a longé les murs dans la nuit pour ne pas se faire voir. Il avait de la dignité. Puis il a fait plusieurs tours. Il s'est mis dans le fond de son atelier, dans presque une demi-cave. Il a chacoté. Il a chacoté pendant tout le restant de la nuit, il a chacoté son bois pour faire son cercueil. Et au petit matin, il a posé les outils,
Le cercueil était fait. Et là, il a levé les yeux. Puis c'était au mois de mars, vous savez, à peine à l'affleurement du printemps. Il y avait une espèce de... C'était pas encore tout à fait le jour, mais il y avait une petite broue qui sortait du ventre de la terre. Il y avait déjà des odeurs partout, des osiers en train de chanter dans tous les sens. Il est sorti, il a nifié, il a regardé, il a vu les lueurs du jour. Il a dit, mais comme elle est belle, cette terre. Mais comme elle est belle. Mais comme faut qu'il aille leur dire à tous. Et il est parti comme un fou dans toutes les rues du village. Il dansait, il chantait. Quand il voyait une tête en train d'ouvrir des volets, vous savez, on a l'air tellement heureux le matin quand on se réveille. Vous avez vu la terre comme elle est belle, ouais. Il chantait. Et puis quand le bistrot a ouvert, il est rentré avec les premiers, les fidèles du bistrot, ceux de 8 heures, les gars fort potentiels. Et il est allé pour leur payer la tournée générale. Il a dit, dans 8 jours, jour pour jour, c'est moi qui régale. Et il est parti en virounant dans tous les coins. Et là, les gens commencent à se poser des questions. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé avec François? Là, je ne comprends pas tellement ce qui se passe. Et là, c'est une voisine qui a commencé à donner des éléments en disant « Oh, on ne me regarde pas. » Parce que, enfin, il ne sait pas vraiment. Mais l'autre nuit, il était derrière mes carreaux. On ne m'arrive pas souvent, hein. Mais il regardait, il n'arrivait pas à dormir. Et puis, il a vu François qui passait en bas, le portait quelque chose de lourd sur les épaules. Puis après, il a entendu dans sa cave, dans son atelier, puis il a entendu qu'on tapait, au creuset. On mettait avec au creuset. Mais enfin, il ne sait pas. S'il pouvait dire quelque chose qui avait un rapport avec ce qui s'est passé, mais comme il n'y a pas les preuves, il ne peut pas vous dire exactement, mais sans doute qu'on pourrait être un rapport. Si on se trouve, on ne m'étonnerait pas qu'il aurait pu trouver quelque chose qui avait un rapport avec un trésor. Mais surtout, faut te dire à personne. Alors ça, c'est la clé. Faut te dire à personne. 2 jours plus tard, tout le monde savait qu'il fallait te dire à personne. Et là, l'attitude des gens a totalement changé. Vous savez, investir dans l'humain. Il y a des moments où il y a des gens qui sont bankable. Vous le savez bien. Et donc là, tout d'un coup, on s'est... Oh François, écoutez, on a reçu votre lettre. C'est vraiment admirable, vraiment votre volonté de... Vraiment, vous êtes tellement... Non, mais bien sûr qu'on... Oh, allez, on verra ça un de ces jours, on fera un dîner à la maison et puis on fera ça ensemble, bien sûr. François, oh là là, je me suis rappelé que j'aimerais tellement que ça soit vous qui me fassiez des espèces des étagères un peu rondes, comme ça, que je ne serais pas vraiment droite, quelque chose qui aurait de la poésie, quoi. Et les gens se sont rappelés qu'il était bon ouvreur, François, extraordinaire. On a commencé à lui faire des commandes. Au bout de 8 jours, son carnet de commandes était plein. Au bout d'1 mois, il est obligé d'embaucher un gars. Et il a continué à travailler jusqu'à la fin de ses jours, en ayant trouvé une espèce de tranquillité, comme si quelque chose en lui s'était posé, appoué. Et quand il est mort, des années plus tard, comme une lampe qui a fini de brûler son huile, les gens se sont rappelés, enfin certains se sont rappelés qu'il y avait peut-être une histoire de trésor au fond. Et donc sont entrés dans son atelier. Et ils sont allés tout au fond de l'atelier, dans cette demi-cave. Et le trésor était là, mais ils ne l'ont pas vu. Ils ont vu un étrange cercueil vermoulu posé sur 2 tréteaux. Ils ont regardé dedans. Le trésor était là. Mais ils ne l'avons pas vu. Bonsoir. Je m'appelle Souleymane Diamanka, je suis très très honoré d'être là. Et j'aimerais remercier Bernadette Bricou et Aurélien Gougo pour l'invitation. Merci de les applaudir très fort, s'il vous plaît.
C'était une nuit de pleine lune. Quand le sage a prononcé mon prénom, je suis entré dans la case pieds nus et je me suis assis. Après un long silence, l'ancien à la peau sombre et aux yeux de pluie s'est adressé à moi en disant à peu près ceci. Aujourd'hui, oublie ce que tu es et deviens ce que je suis. Ensuite, rajoute ce que tu es par-dessus ce que je suis. Ainsi, ton initiation sera une réussite. Et l'ancien regardait le ciel dans les yeux et il m'a dit « Bienvenue dans le clan des donneurs de parole, donneurs de parole, donneurs de parole, donneurs. Maintenant, pars leur parler avec des poèmes et porte leur bonheur. Prends le verbe et emmène-le au-delà des frontières de la communication. Avec les gestes précis du sculpteur d'imaginaire communique action. Et comme si tu partais parcourir le monde, par cueillir les mots de ceux qui parlent avec le cœur. Que ce soit sous le ciel de Samarcanda ou place Gambetta, assis en terrasse, tu comprendras que tout peut devenir une passion du moment où on s'y intéresse. Bienvenue dans le clan des donneurs de parole, donneurs de parole, donneurs de parole, donneurs. Maintenant, pars leur parler avec des poèmes et porte leur bonheur. Comme un trait d'union entre l'oralité et la littérature. Aura littérature, à part toi qui auras lu littérature. Ici, on entend la voix de l'auteur. Il paraît qu'il y a des maladies de l'âme contre lesquelles les anciens n'allaient pas voir le docteur. Poésie médicinale, je suis venu poser ici mes initiales. SD Suleiman Diamanka Didouadja Bijaneba. Dis-leur que je viens de là où les étoiles peuvent se cueillir comme des fruits tellement le ciel est bas. Dis-leur que l'écriture est une danse magicienne. Dis-leur que je n'ai pas fermé l'œil de l'année, j'ai travaillé ma gestuelle pour essayer de rendre mes poèmes plus majestueux. Bienvenue dans le clan des donneurs de parole, donneurs de parole, donneurs de parole, donneurs. Maintenant, pars leur parler avec des poèmes et porte leur bonheur. Dis-leur que ça commence comme une tempête de sable en plein océan. Poète condamné à noircir des feuilles blanches et à être frappé par la foudre des tonnerres d'applaudissements. Deisan, prendre la parole et prendre racine, dans le jardin du silence, là où les bruits sourds qui donnent des frissons s'écrasent. Prendre la parole et devenir un de ces grands arbres dont les fruits sont des phrases. Prendre la parole et voir les mots danser en habillant la beauté. Prendre la parole au nom de ceux à qui on l'a ôté. Deisan biddo janano, ko biddo lamɗo fuladu yimtanindo. Deisan biddo janano, ko duaja bijaneba yimtanindo. Les faiseurs de vœux et les rêveurs sont les meilleurs veilleurs. Je suis juste venu vous dire que vous êtes merveilleux. Bonsoir. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux m'augmenter un tout petit peu le micro, s'il vous plaît? Ah, on peut l'applaudir à la technique. La première fois que j'ai rencontré Henri Gougaud, il était dans le public. J'avais été invité à l'université Paris Diderot pour animer une série d'ateliers d'écriture. Et pour clôturer la série d'ateliers d'écriture, on avait fait une petite prestation avec mon ami Alex à la guitare. Et pendant que je récitais des poèmes, il y avait cet homme dans le public, très élégant et très à l'écoute. Et il avait cette expression de visage que j'appelle la poker face de la personne qui maîtrise le sujet qu'elle est en train d'observer. Et c'est un regard que je connais. Je suis jongleur et parfois quand je m'entraînais près de l'école du cirque à Bordeaux, quand c'était un jongleur qui était en train de m'observer, je voyais dans ses yeux qu'il avait cette poker face là. Et pendant tout le récital, je tombais toujours sur son regard. Et à la fin, j'ai demandé, mais c'est qui ce monsieur super élégant? Et on m'a dit, quoi, tu connais pas Henri Gougaud? Et ensuite, c'est Bernadette Bricot qui me l'a présenté comme son mari. Et je me suis dit, la vie, elle fait bien les choses parce que j'ai rencontré deux personnes extraordinaires au même endroit et qui m'ont nourri de deux façons très, très différentes. Et Henri Gougaud animait des ateliers de contes. Il m'a invité dans son studio d'écriture, tout ça, on a beaucoup échangé. Et un jour, je lui ai demandé de suivre un de ses cours de conteur. Et il m'a dit non.
Il m'a dit, je préfère que tu continues de creuser le sillon que tu as commencé. Je t'encourage à lire énormément de contes, à en écouter, à t'inspirer des conteurs, mais de pas prendre de cours. Et au contraire, toi, je t'encourage à transmettre ce que tu as creusé pendant toutes ces années. Et je le remercie du fond du cœur pour ça. La nuit, la poésie se fabrique des ailes en nouant les plumes de ses auteurs les unes aux autres. Je suis venu avec tous les conteurs de la terre, tous les orateurs depuis la nuit des temps. Avec tous les poètes de la planète, morts ou vifs, nous parlons toutes les langues et vous êtes nos hôtes. Et la chorégraphie de notre spectacle, c'est une tempête d'encre océane orchestrée par des vents. J'entends d'ici des vers de 24 syllabes enrobés d'une voix grave comme un violon de cigane. Et je cligne des yeux en regardant au-dessus des arbres, chaque ligne est le signe que j'attends du ciel. En jetant du sel sur le sol de la savane, foulé par le peuple oiseau gitan du Sahel. J'entends d'ici des vers de 24 syllabes qui s'égarent comme des volutes de fumée de cigares. La nuit, la poésie se fabrique des ailes en nouant les plumes de ses autrices les unes aux autres. Je suis venu avec les mots et les sourires de toutes les muses du monde et je suis sous vos ordres. J'entends d'ici le médicament contre la peur, le tam-tam tribal peul qui bat dans le lointain. Il dit à demain matin, l'étoile est dans ta main, le soleil s'est juste couché, il ne s'est pas éteint. La nuit, la poésie se fabrique des ailes en nouant les plumes de ses auteurs les unes aux autres. D'après les légendes colportées par les gens, la force de quelqu'un dépend de la cause qu'il défend. Certains disent qu'ils s'interdisent de ne pas récupérer l'air sain que les usines voisines nous ôtent. D'autres disent, à votre guise, il y a des portes closes qui se brisent sous le poids des cris de joie et des chants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et j'ai pas connu Henri Gougo en tant que chanteur. Je l'ai connu en tant que conteur et pour moi, je suis d'origine Peul et chez les Peuls, la tradition qui passe par le conte est très importante. Et j'ai toujours considéré que le conte, c'était l'oralité qui contenait toutes les oralités. Parce que dans le conte, il y a du chant, dans le conte, il y a de l'humour, dans le conte, il y a du jeu, dans le conte, c'est très très littéraire aussi, c'est très très écrit. Et un jour, Henri Gougo m'a dit que je ferais un bon conteur, mais je me laisse le temps de travailler encore, je me sens pas prêt. Et en tant que chanteur, je l'ai pas entendu chanter, mais j'ai lu énormément de ses textes. Et parmi les textes qui m'ont bouleversé, il y a celui-ci. À peine a-t-on le temps de vivre qu'on se retrouve cendre et givre. Adieu, et pourtant j'aurais tant à faire avant que les mains de la terre me ferment à jamais les yeux. Je voudrais faire un jour de gloire d'une femme et d'une guitare, d'un arbre et d'un soleil d'été. Je voudrais faire une aube claire pour voir jusqu'au bout de la terre des hommes vivre en liberté, assis entre deux équilibres dans ce monde qui se croit libre et qui bâtit des miradors. Je voudrais bien que nul ne meure avant d'avoir un jour, une heure, aimé toute voile dehors. À peine a-t-on le temps de vivre qu'on se retrouve cendre et givre. Adieu, et pourtant j'aurais tant à faire avant que les mains de la terre me ferment à jamais les yeux. De mes deux mains couleur d'argile, je voudrais bâtir une ville, blanche jusqu'au-dessus des toits. Elle serait comme une chanson du temps de la commune, bâtie de bonheur hors la loi, et puis que le printemps revienne pour revoir à Paris sur peine des enfants riant aux éclats, l'orca errant dans Barcelone, tandis que l'abeille bourdonne dans la fraîche odeur des lilas. À peine a-t-on le temps de vivre qu'on se retrouve cendre et givre. Adieu, et pourtant j'aurais tant à faire avant que les mains de la terre me ferment à jamais les yeux. Un nouvel être s'apprête à naître sur notre belle planète,
Pendant que ma plume pleure de joie sur ce papier à lettres, un nouvel être s'apprête à naître, un héritier de l'arc-en-ciel, un citoyen du nouveau monde. Ses parents lui donneront un nom et la lumière lui donnera une ombre. Quand un enfant a faim et froid à l'école de la vie, c'est toute l'humanité qui souffre à la récré. Quand un enfant joue les yeux pleins de joie et le cœur ravi, c'est toute l'humanité qui s'ouvre à l'art et crée. Tant qu'on entendra les enfants chanter les mélodies de l'âme, c'est que la terre est encore en bonne santé et que la maladie est loin. C'est pour tous les enfants peuplant cette belle planète bleue, c'est pour tous les héritiers de l'arc-en-ciel. Dans leur cœur, il y a des sourires, il y a des pleurs, il fait soleil et il pleut. C'est pour tous les héritiers de l'arc-en-ciel. Regarde, les artistes jouent comme des enfants et les enfants jouent comme des artistes. Les héritiers de l'arc-en-ciel sont chez eux sur la planète entière. Regarde autour de toi, partout l'art t'encercle. Et si toi aussi ton arbre généalogique est un eucalyptus arc-en-ciel, si toi aussi tu connais la magie du mélange des matières que seul l'art t'enseigne, si toi aussi tu as déjà entendu parler de la légende du déluge et de la grande arche ancienne, alors tu sais que l'humanité ne compte qu'un seul peuple vu de tout là-haut. Un seul peuple avec plusieurs langues, plusieurs cultures et plusieurs couleurs de peau. Si toi aussi, dans le silence de la cité, tu sollicites les étoiles pour qu'elles te situent, quelque part entre la fibre de ton âme et la teinte du tissu dont elle est issue, en relevant les empreintes digitales de l'histoire, en recherchant des gens qui te ressemblent dessus, alors souviens-toi que l'humanité ne compte qu'un seul peuple vu de tout là-haut. Un seul peuple avec plusieurs langues, plusieurs cultures et plusieurs couleurs de peau. Et sache que les mots ne sont que des signes s'ils ne sont pas reliés. Nom Diamanka, prénom Souleyman, profession parolier. Merci beaucoup.